Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Alors, mercredi dernier, alors que nous étions noyés, et que nous sommes d'ailleurs encore noyés par cette terrible actualité au Proche-Orient, hein, les attaques terroristes également en France puis en Belgique, les eurodéputés, alors certains eurodéputés, hein, ceux qui appartiennent à la Commission des affaires constitutionnelles, nommée l'AFCO, ont exprimé leur souhait de réformer en profondeur les traités de l'Union européenne pour permettre une Europe plus politique. En bref, ils ont approuvé à la majorité, ils étaient 19 pour et 6 contre. Ils ont approuvé une proposition qui supprimerait une série de vétos nationaux et qui rendrait l'organe exécutif du bloc, donc la Commission européenne, plus ouvertement politique. Alors voilà, ça a de quoi nous interroger, puisque on a vu, on les a commentées ici, hein, les dernières prises de position très guerrières d'Ursula von der Leyen, qui avait déjà pris des marges politiques pendant la question de la gestion du Covid, sur le fait qu'elle prenait des dispositions sanitaires alors que ce n'est pas normalement la compétence de l'Union européenne. Et là, à l'égard de l'Ukraine, on l'a vu également prendre des dispositions politiques. Et dernièrement, avec Israël, cela pose donc de très grandes questions. On va, pour mieux comprendre cela, en parler avec Charles-Henri Gallois, qui est président de Génération Frexit, auteur du livre notamment Les illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve. Charles-Henri Gallois, donc, qui, j'imagine, n'est pas forcément d'accord avec justement cette prise de position, on va dire cette prise de pouvoir de la Commission des affaires constitutionnelles. Écoutez, laissez-moi un message et je vous Ah non, on tombe sur la messagerie de Charles-Henri Gallois qu'on va récupérer. On a dû perdre Charles-Henri Gallois en cours de route. Et pourtant, je sais qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe. Alors, je vais vous en donner un petit peu plus d'informations, hein. Sur le fond, c'est le rapport de cette commission parlementaire qui est quand même passé très discrètement pendant la semaine dernière, pendant toutes ces actualités évidemment terribles, hein, autour de la scène du Moyen-Orient et puis des différents attentats terroristes. Alors voilà, ce rapport de la commission parlementaire qui a été approuvé donc propose d'abord de rebaptiser la Commission européenne en exécutif européen. On aurait vraiment une forme d'exécutif, alors non seulement un exécutif national mais un exécutif européen. Le président de l'institution serait nommé par le Parlement directement et le Conseil européen. Et puis, alors ce qui est intéressant, le droit d'initiative législative serait réservé à la Commission et également au Parlement, avec un droit d'initiative législatif à part entière. Alors ça pourrait être intéressant d'ailleurs que le Parlement ait un petit peu plus de pouvoir, mais ce qui est inquiétant, et le problème c'est que ça va toujours dans les deux sens, hein, c'est cette Commission européenne qui serait rebaptisée exécutif européen et qui pourrait récupérer plus de pouvoir en termes politiques. Et c'est ce qui nous interroge et c'est pour ça qu'on est avec Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour Clémence Sulakova. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, hein, je le disais tout à l'heure, président de Génération Frexit et auteur des illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve. Alors, vous l'avez sans doute suivi, hein, ce vote à la majorité pour cette proposition qui donnerait plus de pouvoir à l'exécutif européen, enfin à la Commission européenne, qui n'est pas encore appelée exécutif européen, et qui supprimerait également une série de vétos nationaux. Est-ce que d'abord, sans aller encore sur le fond, sur la forme, c'est une proposition qui a des chances de réalisation? On en est où dans cette procédure? Alors là, il faut être honnête. Alors, on va pouvoir revenir en détail sur ce qu'il y a dedans, qui est très alarmant. Oui. En revanche, les chances d'aboutir, il faut rester mesuré et prudent, parce qu'il faut savoir que pour réviser les traités, il faut l'unanimité des États membres. Et donc, il est peu probable que ce délire d'une partie des députés européens n'aboutisse. En revanche, ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir, et notamment sur le plan national, les conséquences à en tirer, qui a voté ce texte et qui surtout le portait. Parce que si on n'a pas le détail exact de qui a voté ce texte, on a en revanche qui étaient les co-rapporteurs, c'est-à-dire ceux qui proposaient cette révision des traités. Et là-dedans, on retrouve
sans trop de surprise, évidemment, le groupe des Verts, donc en France, Europe Écologie Les Verts, qui fait partie de ce groupe-là, donc de Jadot, Rousseau. Mais il y a des, Oui, alors il y sauf a des que groupes qui sont plus au niveau surprenants. européen, Emmanuel Rivasi est souvent un petit peu, souvent sa ligne à elle du côté des écologistes. Oui, peut-être, mais il faut voir Mm. globalement Mm, mm. et les très minoritaires au sein de son parti. Sur le reste, c'est aussi intéressant parce que vous savez que tous les autres partis en France se disent absolument pas fédéralistes. Oui, Sauf oui, que cette révision des traités qui est proposée, elle est fédéraliste. Et là-dedans, on oui. retrouve le groupe Renew, qui est avec l'ultra-européiste Guy Verhofstadt, qui en faisait des tonnes pendant le Brexit, enfin, vous le connaissez certainement. Bien, là-dedans, c'est le groupe d'Emmanuel Macron, Oui. donc le groupe Loiseau, Séjourné Macron, qui a voté, qui a porté cette proposition. Mais on retrouve aussi d'autres groupes. On retrouve notamment le groupe SED, qui est le groupe du PS, donc le groupe Glucksmann fort pour schématiser. Mais on retrouve aussi le groupe The Left par Aubry, et donc c'est Mélenchon, en fait, c'est LFI qui a porté aussi ce texte-là. Et on retrouve le PPE, donc le groupe des Républicains au Parlement européen, qui était co-rapporteur de cette proposition-là. Donc c'est François-Xavier Bellamy avec évidemment sur le plan national Éric Ciotti, Olivier Marleix. Donc c'est très intéressant de voir en fait les masques qui tombent et l'euroservilité qu'on peut avoir de la part de ces partis-là à Bruxelles. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra Alors avoir attendez, pour en résumer, pour que ce tête, soit bien clair à tout le notamment lors monde, des élections européennes. ouais, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est ce que vous dites est quand même important. Finalement, ce projet qui est un projet fédéraliste, hein, qui veut toujours plus de pouvoir politique au sein de l'Union européenne, a été porté par l'équivalent des Républicains au sein du Parlement européen, oui, par l'équivalent de LFI, et puis bon, les macronistes, ça on savait. Enfin, c'est quand même intéressant. D'abord, cette Alors, grande, ouais. c'est même pas que l'équivalent, c'est-à-dire que LR fait partie du PPE Oui, et LFI fait partie de The oui, Left. oui, oui. Et donc, on peut pas dire c'est pas directement, mais quelque part, ils cautionnent ça et ça fait partie de leur groupe. Donc, au bout d'un moment, il faut Oui. assumer aussi les prises de position des Tout uns et à des fait. autres. Ouais, d'accord. Donc les choses sont claires de ce côté-là. Alors ça, c'était pour comment dire, le côté procédural. Maintenant, allons un peu sur le fond et sur cette proposition qui montre aussi, justement, vers quoi tendent tous ces gens-là que vous venez de citer et ce projet, et finalement vers quoi tend l'Europe en général. Oui, alors évidemment, c'est l'Union européenne, c'est une sorte de, c'est comme des poupées russes. À chaque fois, ce sont des traités qui s'additionnent et il n'y a jamais de retour en arrière. En Ouais. fait, à chaque fois, c'est pour aller vers plus de fédéralisme et plus d'Union européenne. Dans les grandes propositions qu'il y a, et vous en avez parlé, il y a le fait que la Commission européenne soit remplacée véritablement par une sorte de gouvernement de l'Union européenne avec un président de l'ordre. Vous allez me dire, c'est un peu déjà le cas. Ursula von der Leyen qui va en Israël et ailleurs, elle agit comme si c'était la présidente de l'Union européenne. Ben Oui, là, oui, ce oui. serait vraiment de l'acter dans les textes. Et vous savez aussi qu'à l'heure actuelle, les commissaires européens sont nommés avec des tractations par les différents chefs d'État et de gouvernement. Et il y a un commissaire qui représente un pays, grosso modo. Là, l'idée serait que le président de la Commission européenne nomme directement en fait ces commissaires qui seraient l'équivalent de ces ministres dans une sorte de super État européen, de l'Union européenne. L'autre point qui est fondamental et dont vous avez aussi parlé, c'est la suppression des droits de veto. Ouais. Parce qu'il y a encore, et il y en a de moins en moins, parce qu'on est allé de plus en plus vers une fédéralisation de l'Europe, mais il y a cette idée de supprimer les droits de veto sur les quelques domaines où il y a encore besoin de veto. C'est notamment le cas, on en a parlé de la modification des traités, c'est aussi le cas dans certains secteurs, notamment pour ce qui est de la fiscalité, où vous avez besoin de l'unanimité des États membres. Donc là, l'idée, c'est de balayer complètement, c'est-à-dire que vous n'avez plus de droit de veto, vous n'avez plus de souveraineté nationale. Ouais. À partir du moment où vous pouvez vous dire que une décision de l'Union européenne, une nouvelle décision, parce qu'on peut jamais revenir en arrière, c'est toujours le même problème de cette Union européenne, mais une nouvelle décision est fondamentalement contraire aux intérêts nationaux, bah, à l'heure actuelle, vous avez encore certains secteurs où vous pouvez mettre le droit de veto. Là, ce ne sera plus possible. Donc, votre pays ne compte plus. La souveraineté nationale en tant que telle ne compte plus. Ouais. Et il y a aussi d'autres propositions là-dedans. Il y a l'environnement, donc aussi la partie énergétique, qui était une compétence partagée de l'Union européenne, qui deviendra une compétence exclusive. Alors, la différence entre compétence partagée et exclusive, c'est quoi? C'est que une compétence qui est partagée, en réalité, c'est le Bruxelles qui tient le stylo et les États membres doivent valider. Une compétence exclusive, Bruxelles fait ce qu'elle veut. C'est exactement ce qui se passe pour la politique commerciale.
sans mandat, sans rendre de compte à personne, l'Union européenne va négocier les traités de libre-échange parce que la politique commerciale, le marché intérieur, la pêche et autres sont déjà l'agriculture sont des compétences exclusives de l'Union européenne. Et il y a d'autres propositions et d'autres secteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la santé. L'idée, justement, c'est que la santé devienne une compétence partagée. Donc, que Bruxelles tienne le stylo. C'est la même chose pour la protection civile. C'est la même chose pour l'industrie ou pour l'éducation. Vous vous rendez compte des dérives absolument importantes qu'il peut y avoir. Évidemment. On sait déjà que les dérives de l'éducation nationale viennent entre autres du protocole de Lisbonne avec l'abandon des savoirs fondamentaux, le fait en fait qu'on peut, en gros, il y a besoin de 20% de qualifiés et le reste, c'est pas la peine. Tous ces dérives-là viennent déjà de l'Union européenne. Là, on leur donnerait carrément le stylo. Et ils veulent aussi élargir les compétences en matière affaires étrangères, sécurité, défense et gestion des frontières. Et là, on est en plein dedans. Là, on est vraiment en plein dedans, Charles-Henri Gallois. Ouais. Et parce que dernièrement, on a pu voir ce qui s'est passé. Donc, ce que je disais avec Ursula von der Leyen, qui a quand même annoncé son soutien et le soutien donc de l'Europe inconditionnel à Israël, ce qui peut gêner dans la négociation pour le retour des otages, ce qui engage l'Union européenne entièrement, alors qu'elle n'a aucune compétence réelle sur cette question. Ça pose vraiment, ça peut vraiment nous inquiéter. Elle peut nous entraîner dans une guerre sans le vouloir. Exactement. Mais même en soi, le terme, et d'ailleurs les macronistes, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, je crois même Macron lui-même, avait employé aussi ce terme de soutien inconditionnel. Ouais. Quand on y pense, c'est complètement dingue. Qu'il y ait un soutien sans réserve, évidemment, à la population israélienne qui a été victime d'un attentat atroce, c'est bien normal, et toute la solidarité de la France vis-à-vis de ça, mais on ne peut pas, dans les relations inter-États, on ne peut pas, vis-à-vis de n'importe quel État, avoir un soutien inconditionnel. Parce que si les mots ont encore un sens, un soutien inconditionnel, c'est-à-dire qu'on va vous soutenir, peu importe ce que vous faites. Personne ne fait ça. Ce terme de inconditionnel est évidemment dangereux. Oui, tout à fait. Il est dangereux et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et donc, on voit très bien, en fait, que Ursula von der Leyen essaye d'anticiper même une éventuelle réforme et agit déjà comme si elle avait ses pouvoirs. On l'avait vu, et vous l'avez dit, lors du Covid, mais on l'avait vu aussi lors de la fermeture complètement arbitraire de RT France. Même les premières annonces aussi en Ukraine de livraison d'armes, elle avait annoncé toute seule, sans le moindre mandat, de faire ça, alors que c'était pas du tout son mandat. L'idée, en fait, quelque part, de se prêter, ça serait de légiférer et de régulariser un petit peu tout ça. Mais c'est déjà, en fait, la façon d'agir de la Commission européenne actuelle qui agit dans une sorte de coup d'État permanent et en s'arrogeant comme ça des compétences et des pouvoirs que les traités, normalement, ne lui confèrent pas. Donc, c'est évidemment très problématique. Mais encore une fois, on voit qu'il y a tout un tas de relais serviles à Bruxelles, et je les ai évoqués, qui sont capables d'aller dans ce sens-là, au nom à chaque fois de l'Union européenne. On voit toujours ce délire qui est proche de celui de l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire oui, l'Union européenne ne marche pas, mais ça ne marche pas parce qu'il faut plus d'Union européenne. Donc allons-y, toujours plus d'Union européenne. On voit un petit peu cette mantra partout, et il faudra évidemment s'en rappeler au moment de voter, parce que c'est dramatique, parce que on peut se dire, et comme ça le prendre à la légère en disant c'est Ursula von der Leyen, mais on parle ni plus ni moins, si ce genre de traité était bien évidemment mis en œuvre, de la fin de la souveraineté nationale et de la fin de la France telle qu'elle existe. Ouais, et vous dites au moment de voter, vous parlez des élections européennes. Quelles sont, vous, alors génération Frexit, on sait bien vers quoi vous vous dirigez, mais alors est-ce que vous appelez quand même à voter pour ces élections européennes, ou vous appelez à les boycotter, vous, de votre côté? Non, nous, on va pas appeler au boycott, parce que le boycott ne sert finalement pas à grand-chose, si ce n'est à laisser la place aux autres, et on voit l'usage néfaste qu'ils en font. Je pense que tout député européen a au contraire une place. Évidemment qu'on peut pas sortir de l'Union européenne, on peut pas réformer l'Union européenne en étant député européen, mais il y a néanmoins tout un tas de choses qui peuvent être faites. Il y a notamment le fait justement de bloquer tout nouveau transfert de souveraineté vis-à-vis de l'Union européenne. Donc ça, c'est important de le faire. Il y a l'idée aussi du porte-voix pour porter une voix. Mais alors vous avez un candidat, vous, qui représente un peu vos idées? Alors, on ne sait pas encore déjà si on ira nous-mêmes, donc on y réfléchit. On est en train, nous, on plaide pour une union la plus large possible des souverainistes. Donc on ne sait pas encore, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si on ira ou pas.
Ce qui est sûr, on n'appellera pas au boycott et on va voir si on y va nous-mêmes et sous quelle forme. D'accord, écoutez, à suivre, on attend de vos nouvelles, Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit et auteur de ce livre, Les illusions économiques de l'Union européenne. On a bien vu que maintenant, on n'est plus seulement dans les illusions économiques, mais également guerrières et d'autres de l'Union européenne. Voilà pourquoi il faut se méfier, nous dit Charles-Henri Gallois. Merci beaucoup.